Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur Matin Libre Télévision. Bienvenue à votre émission Matin Libre Politique. Aujourd'hui, nous allons pouvoir décrypter l'actualité. Vous le savez, le Bénin célèbre les 65 ans de son indépendance, donc de la cession du pays à la souveraineté nationale et internationale. Quel bilan nous pouvons en faire? Vous le savez, à quelques jours de ce grand événement, le président Patrice Talon a reçu donc les jeunes, près de 200 jeunes au palais de la Marina. Il a échangé donc avec eux. Nous irons dans les coulisses de cette rencontre avec notre invité d'aujourd'hui et nous finirons bien évidemment par les élections générales. Quel est le niveau de préparation du parti politique de notre invité d'aujourd'hui? Merci de vous installer confortablement. Il est l'une des figures les plus emblématiques de notre classe politique. Il a servi son pays, continue de le servir à travers donc les différentes responsabilités qu'il incarne. Je voudrais vous présenter donc l'ancien député, honorable Epiphane Kenom. Bonjour. Bonjour, monsieur Romia Donhoui. Merci pour la disponibilité. Merci à vous également de permettre à ce que je m'adresse à vos auditeurs. Très bien. Voilà, vous êtes chercheur formateur, vous êtes donc méthodologue et vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau, c'est bien ça? Tout à fait. Je suis un militant. Très bien, un militant actif et voilà, de l'Union progressiste Le Renouveau. Mais ça, c'est une question de curiosité. On entend parler de socio-anthropologue, mais socio-méthodologue, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ben, vous savez, au niveau des universités, il y a cette filière qui est dénommée la méthodologie de la recherche scientifique. C'est une matière transversale. Sans cette matière, les étudiants ne pourraient donc pas soutenir valablement ni faire des recherches sur le terrain parce que les recherches ont des exigences. Il y a un certain nombre de descriptions qu'il faut faire, un certain nombre d'actes qu'il faut poser et pour que vos recherches soient effectivement crédibles et acceptées. Autrement dit, vos recherches comme les mémoires, comme les thèses, etc. Donc, la méthodologie, c'est ça surtout, n'est-ce pas, l'axe, n'est-ce pas, des résultats de vos recherches et sur lesquels reposent les résultats. Très bien, voilà. Mesdames et messieurs, vous en savez un peu plus, hein, justement, sur cette matière-là, justement. Comment se porte votre parti politique, l'Union progressiste Le Renouveau? Eh bien, merci, monsieur Romia Donhoui. Je dirais que le parti de l'Union progressiste, l'Union progressiste Le Renouveau, se porte très bien. Et comme tous les autres partis, mais qu'il se porte encore un peu plus bien que les autres. Parce que vous savez que l'Union progressiste de Renouveau, comme vous le voyez, regorge de hauts cadres, de grands cadres, d'expérience, et qui sont donc à la base et pour pouvoir soutenir, n'est-ce pas, la remontée ou la montée, n'est-ce pas, des forces juvéniles. Alors, vous imaginez, j'ajoute que l'Union progressiste de Renouveau, c'est le plus grand parti en termes, n'est-ce pas, de l'animation des institutions administratives, politiques du pays. Et je pense que l'Union soviétique tient la tête. Très bien. Et donc, vous êtes toujours là. Et en tout cas, on parlera du niveau de préparation aux prochaines échéances électorales. Mais en attendant, il y a quelques jours, le chef de l'État a rencontré donc la jeunesse béninoise. Votre parti politique également a envoyé donc une délégation de la jeunesse progressiste aussi. Est-ce que vous avez joué un rôle au niveau de votre parti politique dans la tenue de cette rencontre avec le président de la République? Je pense que le chef de l'État a eu cette belle initiative de pouvoir s'adresser à la jeunesse de son pays. Et toutes tendances confondues, et comprenant les différentes composantes, n'est-ce pas, de la vie nationale. Alors, donc, ce qui veut dire que le chef de l'État n'a pas fait
une sélection n'a pas aussi exclu des jeunes parce que ces jeunes ne sont pas de sa tendance. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les jeunes ont été bien choisis par les structures sociales et les structures politiques, et bien pour venir à la rencontre du chef de l'État qui les a invités dans un cadre donné, et dont il a, n'est-ce pas, le secret, et qu'il nous a dévoilé après donc la rencontre, lors de la rencontre. Donc, au niveau de l'Union progressiste, comme je le disais tantôt, oui, nous avons suffisamment de cadres, de hauts cadres, et chacun est calé dans une position donnée. Et vous imaginez que ce matin, je suis avec vous. Alors certainement, d'autres aussi ont préparé avec le président du parti et la participation des jeunes de l'Union progressiste Le Renouveau à cette rencontre. Très bien. Je n'y étais pas, oui, mais c'est sûr qu'au finish, il m'est revenu, du moins sur votre émission, oui, de venir en parler. Très bien. Donc ça veut dire que j'en connais certainement quelque chose. Exactement. Merci. Très bien. Il y a quand même des thématiques qui ont été abordées par le chef de l'État, mais avant d'aborder justement le contenu, Epiphane Kounom, pourquoi maintenant le chef de l'État, en fin de mandat, décide de rencontrer la jeunesse? Oh, monsieur Romia, oui, ça c'est béninois, ça. Ah bon? C'est béninois, votre question. Oui, donc le béninois aime toujours trouver le poil sur l'œuf. Ah bon? Oui. Alors, pourquoi maintenant? Oui. Il est loisible au chef de l'État, au cours de son mandat, en début, au milieu ou à la fin, eh bien, de décider de s'adresser, n'est-ce pas, à différentes composantes, n'est-ce pas, de la nation. Et il aurait pu le faire avec d'autres composantes. Oui. Et d'ailleurs, il l'a fait avec, n'est-ce pas, les élus communaux qu'il a reçus pour pouvoir discuter de la forme, de la réforme administrative, des résultats de la réforme administrative sur la décentralisation. Oui. Alors donc, on peut dire déjà que le chef de l'État est dans un exercice bien pensé, après les élus locaux, les élus communaux. Eh bien, le chef de l'État a voulu également recevoir, eh bien, les forces de l'avenir. Les forces de l'avenir. Vous appelez les jeunes les forces de l'avenir. Voilà, les forces de l'avenir. Et pour certainement échanger avec eux, essayer de leur dérober leurs pensées, leurs idées sur, n'est-ce pas, la gouvernance, sur sa gouvernance et les résultats obtenus. Et parce que les jeunes sont dans des enceintes de réflexion, oui, et qui n'ont certainement pas connaissent pas tous les pans, ne maîtrisent pas tous les pans de la gouvernance actuelle. Et les enceintes dans lesquelles ces jeunes se trouvent peuvent les dévier des réalités, n'est-ce pas, obtenues par la gouvernance. Très bien. Parfait. Et donc, maintenant, les thématiques abordées, il y a eu question donc, de l'emploi, l'entrepreneuriat et les libertés également démocratiques. Un certain nombre, comment trouvez-vous, quel regard portez-vous justement sur ces sujets qui ont été choisis par le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour pouvoir donc échanger avec ces jeunes? Eh bien, je pense que le chef de l'État connaît des sujets et qui pourrait accrocher les jeunes. Et tous autant que nous sommes avant des jeunes dans nos contrées, dans nos communes, dans nos familles, etc., et nous sommes habitués à cette chanson des jeunes qui presque tout le temps pose les problèmes, n'est-ce pas, de leur employabilité. Alors, donc, le chef de l'État, en prenant les arènes, n'est-ce pas, du pouvoir, eh bien, a beaucoup axé certains de ses discours sur l'emploi des jeunes, l'insertion professionnelle des jeunes, la formation technique, etc. Et a démontré que certains pays
et comme les pays de l'Asie de l'Est, et qui étaient considérés comme des pays pauvres, ont pu finalement émerger, devenir des nations émergentes, et qui ont même, n'est-ce pas, dont certains talonnent aujourd'hui les États-Unis, tout simplement parce qu'ils ont mis l'accent sur la formation technique. Et là, il a souligné de plusieurs traits. Les formations générales, eh bien, ne permettent pas aux nations de produire de la richesse. C'est les formations techniques. Et donc, des formations techniques, eh bien, d'excellence. Et non des formations techniques, n'est-ce pas, de bas niveau, où on ne peut rien en tirer. Donc, le chef de l'État a insisté, et c'est pour cela que, dans son programme, il a mis en projet la construction d'une centaine, n'est-ce pas, d'écoles professionnelles. Il a dit. Et je crois que cela montre tout l'intérêt qu'il porte à la jeunesse. Et là, au cours de avant même leur rencontre, je pense que le chef de l'État disait qu'il avait en projet cette construction un peu partout, la construction des écoles techniques et professionnelles, un peu partout, mais il n'est pas arrivé à pouvoir le faire, mais il a dit, certainement d'ici la fin de l'année, ou la fin de son mandat, au moins une soixantaine sortirait, n'est-ce pas, des terres. Donc, mais si effectivement, vous vous promenez sur le territoire national et vous allez voir qu'il y a des écoles techniques par ici, par là, à Kandi, à Lokossa, à Kodeha, etc. Donc, ça veut dire que la dynamique est en cours. Et je crois qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui leur disent, et que l'acteur principal même a parlé aux jeunes en leur disant, allez ici, regardez là. Eh bien, il y a beaucoup de choses à faire. Pourtant, je me suis attelé à fournir les meilleurs cadres pour la formation technique des jeunes. Très bien. Et donc, c'était une forme de reddition de comptes. Eh bien, et plus qu'une reddition de comptes, je dirais beaucoup plus, c'est une approche pédagogique de reddition de comptes. Parce que non seulement que le chef de l'État ne sous-estime pas les jeunesses, mais plutôt les place au centre, les positionne au centre des intérêts nationaux, et au centre, n'est-ce pas, des acteurs potentiels, et qu'il faut effectivement renseigner sur, n'est-ce pas, les actions menées, les résultats obtenus. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois que cette reddition des comptes est pédagogique, où les jeunes ont pu avoir devant eux le chef de l'État, lui poser des questions, lui demander est-ce que ceci est vrai, est-ce que ceci est faux, etc. Nous avons entendu ça. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure personne pour leur dire, pour leur servir la vérité que le chef de l'État, Patrice Talon. Très bien. Et donc, pour certains observateurs, ils pensent que, bon, c'était également une occasion pour le chef de l'État de se faire convaincre de son auditoire. Oui, mais monsieur le journaliste, je suis content que vous vous positionnez du point de vue de l'opposition. Ah, pas du tout, je pose la question. Pour m'envoyer cette question, c'est normal. En tant que journaliste, je vous fais la question. C'est normal, pourquoi pas. Et d'aucuns de l'opposition devraient se dire que le président de la République est dans une approche de séduction de la jeunesse et que en se disant pourquoi maintenant, mais on lui prête des intentions, on va lui prêter des intentions, pourquoi nécessairement quelqu'un qui va à la pause et continue de se faire beau et de se faire admirer et de se faire choisir, etc. Donc, c'est des intentions. Et on connaît ça. Donc, ce qui est derrière leur tête là, mais est-ce que le chef de l'État là, est-ce que vraiment il veut vraiment partir ou bien il veut rester, c'est pourquoi il joue à la séduction. Il a dit clairement qu'il veut partir. Je pense que, eh bien, ceux qui le pensent ainsi, ça ne fait que leur affaire.
le chef de l'État, il lui est loisible de s'adresser, de convier, de parler avec, n'est-ce pas, ses citoyens, ses mandants, à tout moment et à n'importe quelle catégorie de ses mandants. Très bien. Donc, il n'a rien à vouloir se faire plaire, il a un résultat éloquent, élogieux, et bien, à partir de ce moment, je crois que les résultats même le rendent déjà beaucoup plus, n'est-ce pas, populaire que cette rencontre. Cette rencontre davantage, voilà. Parce que là, il a choisi une cible qui est l'avenir de notre pays, et puis tout ce que le chef d'État a réalisé, eh bien, c'est pour cela. C'est pour cela. Donc, eh bien, il veut leur montrer que au-delà des diplômes, il faut des citoyens convaincus, des citoyens bien formés, patriotiquement engagés et bien tournés vers les intérêts nationaux pour pouvoir réaliser ce qu'il a réalisé. Très bien. Voilà, vous parliez justement de ce que le chef de l'État a été clair, il veut partir, sinon il a martelé qu'il veut partir, mais qu'il sera très actif dans le choix de son successeur. Comment appréhendez-vous au sein du parti L'Union progressiste, le renouveau, justement, ces propos du chef de l'État? Oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux des commentaires désobligeants, mais c'est que ceux-là, oui, ils ont oublié d'où nous sommes partis. D'où nous sommes partis, ou d'où est parti le chef de l'État. Là où nous étions. Et on va pas retourner en arrière, mais nous étions à un niveau de développement humain très faible, à un niveau de développement économique faible. Mais pourtant, il ne manque pas de ressources dans notre pays. C'est que les ressources humaines sont mal gérées, sont mal gérées et sont laissées dans une gestion de laisser-faire. Or, rien ne peut se faire sans un minimum de discipline, de rigueur, d'engagement, etc. Et donc, par rapport à tout cela, le chef de l'État a pu refonder, est-ce que je peux dire comme ça, a pu métamorphoser et arriver à métamorphoser, eh bien, la mentalité des Béninois, pour leur montrer que si en peu de temps, il est arrivé à ces résultats, il faut donc qu'il puisse en parler. Et que dans cette salle, de grandes télévisions puissent être en train de tourner toutes les réalisations, parce qu'il est difficile de prendre tous ces jeunes-là, de les faire promener de Koubé à Ita-Diébou, de les faire promener, n'est-ce pas, de Kétou à Manta, dans Sola ou à Kérou, etc. Tout ça. Mais ils peuvent, une fois qu'ils ont été réunis, eh bien, ils ont eu assez, ils ont pu voir avec leurs propres yeux toutes les réalisations. Alors, donc, je pense que tous ceux qui faisaient des critiques, tout là, non, le chef de l'État, eh bien, est dans sa logique. Il veut utiliser suffisamment et mettre à profit, eh bien, même jusque les dernières minutes, n'est-ce pas, de son mandat. Très bien. Et vous voyez la nouveauté. Nous sommes à un an, ou bien, j'estime, à moins d'un an des élections, mais le chef de l'État a la tête tranquille. Et il poursuit son chemin. Or, par le passé, vous savez, on serait déjà dans une période de vacarme, de tumulte et de désordre, je dirais, de démission. Est-ce que cette période ne vous manque pas? Vous savez, c'est une période où il y a énormément d'animation de la vie politique, tout est mouvementé. On montre que oui, bientôt les élections. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, ça ne vous manque pas, cette période?
Bien, si je me positionne dans mon passé d'homme politique, je peux dire que cela fait défaut. Mais si je me positionne par rapport à la nouvelle donne, je me dis quand même que, mais on peut aussi faire les choses autrement. On peut aussi faire les choses autrement parce que en faisant des analyses, nous voyons donc que cette animation précoce de la campagne soustrait les citoyens de leurs devoirs. Et vous pouvez vous imaginer que, à 2 ans de la fin du mandat d'un président de la République, nous commencions déjà les campagnes. Ça amène directeurs, fonctionnaires, administratifs à ne plus se concentrer sur ces travaux et à même marquer son engagement, mais est-ce que c'est son engagement, à marquer sa présence, n'est-ce pas, dans son milieu professionnel par un abstentionnisme caractérisé, où il est même, il n'hésite même pas à affronter ses chefs, parce qu'il dit, mais bientôt vous allez partir, nous allons avoir la paix. Moi, je ne viendrai pas jusqu'aux prochaines élections. Bon, ce sont des choses qui se passaient. Ce sont des choses qui se passaient. Ce sont des choses qui se passaient. Et pensez-vous qu'une nation peut se construire, peut se développer dans dans une telle ambiance? Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une autre expérience, un modèle, et pour ne pas dire que le chef de l'État, Patrice Talon, a modélisé les comportements, n'est-ce pas, des Béninois, les engager dans le travail sérieux, rigoureux, et qui portait, n'est-ce pas, de bénéfices pour le pays. Très bien. Venons à ma question. Ma question, c'était de savoir si le chef de l'État, il disait qu'il sera très actif, il est en train de partir, mais il sera très actif dans le choix de son successeur. Comment appréhendez-vous justement ces propos? Si nous voyons tout ce qui a été fait, j'étais dans la dynamique, voilà. Dans la dynamique. Si nous voyons tout ce qui a été fait, et que tous les Béninois, toutes tendances confondues, apprécient. Je vous le dis, si vous ne le saviez pas, que lorsque nous nous trouvons dans des coulisses, hors des micros, hors des caméras, et même ceux de l'opposition ont toujours des éloges vis-à-vis du chef de l'État. En privé. Et je vous donne 2 exemples. Oui. Le premier, quand le président Yahi Boni s'est rendu la toute première fois à la présidence de la République, il a dit, il s'est demandé publiquement si c'est ce lieu que lui, il est resté, il a quitté, qui a été transformé comme ça. Il était même perdu. Je crois que vous ne me démentirez pas. Tout à fait, il a évoqué. Il a évoqué. Alors, deuxième exemple. Prenons le très respecté président Nicéphore Dieudonné Soglo, qu'on a affectueusement appelé maçon, pour la grandeur des travaux, les grandeurs des travaux qu'il a réalisés. Regardez comment il marque son étonnement pour la transformation de notre pays en si peu de temps. Et c'est public. Donc c'est pour dire que les réalisations. C'est pour dire que les réalisations, sont très épatantes, sont épatantes, et que d'aucuns ne peut se voiler pour ne pas apprécier à juste titre ce que le président Patrice Talon a fait. Même si son enfant, Gano Soglo, estime que son papa est instrumentalisé. Écoute, c'est le droit de Gano Soglo dans ses œuvres politiques, de consentir. Je lui consens cela, de parler ainsi. Mais je pense que le président Soglo exprime sa fierté et de voir que tout ce qu'il a pensé
faire à ce pays et qui n'a pas été pendant les 10, 20 dernières années, quand il a quitté le pouvoir, et de voir que, d'être en train de vivre la réalisation de toutes ces choses. Et il en est tellement fier. Ce n'est pas qu'on est dans une exploitation d'une personne de 3e âge ou de 4e âge, s'il y en a. Et non, pas du tout. Moi, je ne le voyais pas comme ça. Je ne vois pas que le président Soglo, qui a encore la tête sur les épaules, parce que moi, de temps en temps, je vais discuter avec lui. Il continue de tenir les gens en haleine et il va falloir que vous-même, vous ayez un peu pitié pour pouvoir dire, Monsieur le Président, je vais partir. Donc, il a véritablement, il sait ce qu'il dit. Ce n'est donc pas l'exploitation, il n'est pas un vieux sénile et qu'on est en train d'exploiter. Je pense qu'il reste un modèle. Il est en train de permettre aux Béninois d'apprécier la qualité, n'est-ce pas, de la gouvernance que nous avons aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Très bien. Et donc, vu ces réalisations, le chef de l'État a même actif dans le choix de son successeur. Pour ne pas laisser tomber tout ça. Pour ne pas laisser tomber tout ça. Parce que je ne vais offenser personne. Vous savez que ce que le pays a pu avoir sous la gouvernance de Soglo, mais les autres gouvernances qui ont suivi ont laissé tomber un peu. Donc c'est pour ça que pour rester collé au résultat, à la dynamique, pour permettre à la dynamique d'avancer un peu plus encore et positionner le Bénin sur, n'est-ce pas, ce que je peux appeler le cap de développement. Le président qui a su faire les choses ne doit pas rester en arrière. Dans sa position, il peut aujourd'hui nous dire qui peut faire autant que lui, qui peut avoir les rigueurs nécessaires, qui peut porter l'intérêt national, qui peut avoir ces ambitions-là. Parce que c'est un homme de grande ambition pour le Bénin. D'aucuns diraient c'est une chance. Mais, vous savez, quand c'est moi, ma bouche qui le dit, oui, c'est qu'il faut croire. On doit croire. Il faut croire. Et pourtant, le chef de l'État estime que, bon, ça, il peut soutenir donc quelqu'un qui soit de l'Union progressiste, du BR ou des démocrates. Vous avez été choqué au niveau de l'Union progressiste? Non, nous ne sommes pas choqués parce que, prenez le chef de l'État, c'est un homme politique. Et donc, c'est des propos politiques? Le chef d'État est un homme politique. Donc, c'est des propos politiques? Pour le moment, oui, je pense que l'état-major de chaque parti politique, oui, sait ce qu'il va faire. Le chef de l'État est une entité politique à part entière. Et donc, ses idées, on ne peut discuter. Donc, ce qu'il dit, il voudrait, s'il ne trouve pas celui-là, il n'a pas dit dans mon parti. Le chef de l'État n'a pas dit si je ne trouve pas dans mon parti. Le chef de l'État a dit, il y a 3 grandes formations politiques aujourd'hui. Si je ne le trouve pas dans tel, je vais le trouver dans un autre. Pourvu que cette personne-là ait les qualités requises, les conditions sine qua non et la foi pour porter le fardeau et l'amener plus loin que là où il a porté. Alors donc, je pense qu'il n'a frustré personne. Non, il n'a frustré personne. Nous sommes... le chef de l'État a parlé très bien, avec son cœur, et nous faisons une lecture. Et ça peut nous embarrasser même. On dit, le chef de l'État, il est de quel parti? On peut se dire, il est et même votre parti politique a fait sortir d'ailleurs un communiqué pour se réjouir donc de la tenue de cette rencontre avec la jeunesse. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer après, à l'issue de cette rencontre après? Non, il faut dire que le chef de l'État a engagé la jeunesse dans une dynamique de conscience nationale, de construction du pays et
cette rencontre permet de transformer les idées négatives que traînait la jeunesse jusqu'à cette date-là. Parce que... Il y avait des idées négatives. Bien sûr, il y avait des idées négatives. Il y avait des idées qui véhiculaient que le chef de l'État, il est un dictateur, il n'est pas un démocrate, non, il ne travaille pas, c'est pour ses propres intérêts, etc. Tout ça, tous les marchés, c'est à lui. Il fait... C'est juste des idées pour discréditer tout le travail fait. Mais pourquoi nous, les Béninois, nous sommes comme ça? On peut faire de l'opposition sans discréditer les bons résultats obtenus. Pourquoi vous pensez que c'est l'opposition qui le fait? Pourtant, tout le monde n'est pas opposant. Oh, mais vous savez, je le dis parce que j'ai été opposant pendant longtemps. Et nous choisissons tout simplement, à des moments donnés, de véhiculer, n'est-ce pas, des informations négatives et pour essayer, n'est-ce pas, de voiler les résultats obtenus. Voilà. Et quand je vois aujourd'hui la manière dont les gens procèdent, je dis, ben, écoutez, ils sont venus tard dans un monde vieux. Ah bon? Oui, on comprend, parce que les réalisations parlent d'elles-mêmes. C'est visible, c'est palpable, tu peux aller toucher. Pourtant, il y a... Cotonou il y a 20 ans et Cotonou aujourd'hui. Pourtant, il y a certains qui sont restés sur le soif. Bon, on n'en est pas là pour le bilan encore. Non, je ne veux même pas faire de bilan. Exactement. Et puis, et donc, qu'est-ce qu'il faut attendre? Le chef de l'État a contribué à transformer donc les mentalités véhiculées jusque-là. Mais qu'est-ce que les jeunes devraient attendre après cette rencontre? Oui, les jeunes doivent savoir aujourd'hui que pour qu'ils deviennent demain, pour qu'ils soient demain, les cadres sur lesquels la nation doit compter, ils doivent développer des valeurs qui portent des résultats concrets, des valeurs de responsabilité, des valeurs de rigueur, des valeurs également de citoyenneté et des valeurs de défense des intérêts. Bon. Et c'est ça que le chef de l'État voulait leur montrer par l'exemple, pour dire, si on est rigoureux, même pauvre, même sans moyens, on peut, n'est-ce pas, égaler ceux qui sont riches. Très bien. Il y a, pour finir avec cet aspect de nos discussions, Epiphane Kenoom, l'opposition y a participé, notamment avec le parti Les Démocrates. Qu'est-ce que cela a suscité en vous comme réaction? Mais je l'ai dit tantôt, M. Robiald, il n'y a pas eu de ségrégation. Le chef de l'État a voulu rencontrer la jeunesse de son pays. Et vous voyez donc la liberté dans la discipline. Tout ce que les gens doivent dire, le chef de l'État ne craignait pas cela. C'est pour ça que du nord au sud, il a dit, je veux toutes les catégories de jeunes, quelle que soit leur tendance politique, leurs conditions sociales, je veux. Donc, ça veut dire que le chef de l'État, il savait qu'il allait recevoir des questions et qui ont été montées, ou ont été élaborées dans les camps de l'opposition. Mais il dit, mais moi je donne ma poitrine à ça, puisque je sais que toutes ces questions-là, je dois pouvoir répondre à ces questions assez aisément. Donc, et cette participation de l'opposition montre d'abord qu'il y a une approche sociale, montre également qu'il y a un sens de démocratie, vide la question de l'exclusion. Eh bien,
et permet à la nation de voir que on peut tout faire, mais on doit choisir les moments pour le faire. Les moments pour les critiques, les moments pour les discussions, pour les échanges. Eh bien, tout ça doit être dans une organisation harmonieuse, parfaite. Alors, pourquoi je le dis comme ça? Oui. Les gens disaient non, il n'y a pas de démocratie, nous voulons faire meeting, on nous renvoie, nous demandons des rendez-vous, on ne nous l'accepte pas. Mais voilà, le chef de l'État a offert la tribune. Et qui sait? Bon, ce n'est peut-être pas la tribune Non, qu'il souhaite avoir. Non, attends. Et qui sait que demain ou après-demain, le chef de l'État n'invite pas une autre couche de la société de notre nation, une couche où on aura les acteurs politiques de tous bords pour pouvoir échanger avec eux. C'est toujours possible, puisqu'il a encore des jours. Hein. Pas des jours. Il a le temps. Hein. Voilà. Et puis, fin de Kerom, on va aborder notre deuxième pan de nos discussions. C'est bien les 65 ans de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Déjà, le Bénin indépendant, 65 ans après, qu'observez-vous? Oui, monsieur le journaliste, mais sur le point que nous avons quitté tout de suite, oui. Qu'est-ce à dire l'opposition? Mais ouais, regardez comment le chef de l'État a accueilli le jeune, pas autant jeune, Guy Mitokpe, qui a dirigé, n'est-ce pas, le groupe de jeunes, n'est-ce pas, du parti Les Démocrates. Oui. Le chef de l'État, eh bien, a échangé avec lui, lui a donné, lui a montré que, eh bien, la fougue juvénile peut vous amener, n'est-ce pas, à des déviances. Hein? Et or, vous ne savez toujours pas si ceux-là que vous défendez ne prennent pas langue avec le chef de l'État. Vous étiez dans le secret des dieux, et puis finalement, parce que vous n'avez pas participé à la réunion pour savoir ce qu'ils se sont dit. Non, je pense que le chef de l'État... On a juste vu une photo circuler. Non, oui, le chef de l'État, quand nous prenons les positions que prend Guy Mitokpe, on dirait que c'est comme si son patron, si je puis exprimer le terme comme ça, si le président de sa formation politique, eh bien, ne parle pas avec, n'est-ce pas, le chef de l'État. C'est pas vrai, le président Yahi Boni, un ancien chef d'État, comment peut-il se refuser ou de ne pas échanger régulièrement avec le chef de l'État, Patrice Talon? Bon, vous savez, échangent. Il y a deux casquettes là. Ancien président, il peut échanger. Non, oui, mais président de parti politique. Non, il échange aussi. Ah bon? En tant que président de parti. En tant que président de parti, il a ce privilège. Hein, il a ce privilège que moi, par exemple, j'aime pas. Quand c'est un ancien chef d'État qui appelle le chef d'État en exercice, eh bien, quelles que soient ses occupations, il prend et discute des questions de la nation. Mais est-ce que ça là, mon jeune frère Guy Mitokpe ne le sait pas? Mais on ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Hein. Il ne sait pas. Je sais, il ne sait pas. Ah bon? Parce que s'il le sait, toutes les armes qu'on lui met dans la main, il n'allait pas les tirer. En fait, vous parlez de quoi concrètement? On ne va pas creuser. Il ne va pas les tirer. Donc, vous avez dit que vous avez fait l'opposition et donc vous comprenez ce qui se fait. Mais il faut qu'il aille mollo. Il faut qu'il aille mollo. Il ne faut pas qu'il parle, c'est ça? Non, il doit parler, mais il faut qu'il parle tout en sachant que il y a des non-dits, il y a des non-sus, et qu'il ne pense pas que, étant un bon porte-parole ou bien un grand responsable de communication, eh bien, il a l'art de défier. Et non, il semble qu'il ne faut pas qu'il se tire des balles dans ses pieds, parce que les grands finissent toujours par se retrouver et parler et vider, n'est-ce pas, le conflit. Donc, oui, opposant, il y a les termes. Il y a des termes, vous imaginez, il y a des portes des responsables de la communication ici, et qui, juste après toute leur première sortie, eh bien, ont été grillés. Je vais parler de Lionel Gbagbo, vous savez. Après sa première sortie, le chef de l'État, Yahi Boni, l'a relevé de ses fonctions. Donc, il y a tant d'exemples qui doivent montrer
à mon petit frère, Guy Mitokpe, qu'il doit ajuster, adapter, contrôler ce langage. Et lorsqu'on envoie un porte-parole en mission, il doit savoir comment remplir cette mission pour ne pas revenir avec, n'est-ce pas, qu'est-ce que je veux dire, des déceptions. Très bien. En tout cas, votre message aura été entendu, Epiphane Kounom. On revient maintenant à notre deuxième pan. Donc, notre deuxième sujet, c'est bien les 65 ans d'indépendance. Que voyez-vous le Bénin 65 ans après? Oui, merci, monsieur le journaliste. 65 ans d'indépendance du Bénin. Donc, de 1960 à 2025. Oui. Et pour moi, j'ai pu noter 4 périodes. Oui. Nous avons la période de 1960 à 1972, où le Dahomey était considéré comme le pays malade de l'Afrique, avec des coups d'État, c'est-à-dire un gouvernement, une instabilité caractérisée. Hein. Ensuite, nous avons connu la période de 1972 à 2000. À 1990. En 1989. 89, très bien. En 1989. Et cette période a été marquée par différents régimes. La révolution militaire, la révolution populaire avec comme option le marxisme-léninisme, etc. Et puis, nous sommes, et il faut le noter avec la déchéance, autrement dit la chute, Oui. la chute, n'est-ce pas, du Bénin. Le Bénin est rentré dans les ténèbres. Et il y a eu un sursaut en 1989, en 1990, donc nous aurons la période 1990 jusqu'en 2016. Et cette période, c'est la période du renouveau démocratique qui a connu successivement 3 chefs d'État, 3 régimes. Le régime de Mathieu Kérékou II, d'abord le régime de Nicéphore Dieudonné Soglo, oui, qui est le premier président du renouveau démocratique. Ensuite, nous aurons le retour du président Mathieu Kérékou, on a baptisé ce régime, le régime Mathieu Kérékou II. Et puis ensuite nous aurons le régime, n'est-ce pas, de Yahi Boni. Et donc, la période du renouveau démocratique a connu, n'est-ce pas, 3 régimes, marqués par 3 régimes. Bon, on ne pourra pas dire 3 régimes quand on sait qu'on est toujours dans le renouveau démocratique avec Patrice Talon. Donc, la période du renouveau démocratique, c'est bien 1990 à 2025. Bon, aujourd'hui, non, nous, au niveau politique, oui, nous voyons une transition politique à partir de 2016. À partir de 2016, donc, les données ont changé. La gouvernance a changé. On n'est plus dans le brouillumini, hein, le brouillumini d'antan, mais on a une nouvelle gouvernance qui a défini des défis clairs. Les défis de porter le Bénin sur, n'est-ce pas, l'échiquier international avec un nouveau visage, avec une marque exceptionnelle. Alors, donc, c'est pour ça que ceux qui travaillent cette matière vous diront qu'il y a nettement une rupture qui s'est opérée dans le renouveau démocratique à partir de 2016. Les comportements ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, eh bien, les différentes réformes, les différentes luttes engagées par Patrice Talon, eh bien, ont donné et ont positionné le Bénin comme un pays à vision émergente. À vision émergente et qui se démarque, n'est-ce pas, de son état d'ancien malade de l'Afrique et d'anciens pays corrompus jusqu'aux os. Et là, nous sommes carrément dans une nouvelle dynamique.
Il faut le dire. Et vous voyez, et beaucoup de faits le signalent ou le traduisent. Cette flopée, nous avons quitté la période de partis politiques tous azimuts à une période où il y a eu le resserrement, n'est-ce pas, de l'échiquier politique national. Donc, une conscience nationale est née. Et pour pouvoir tenir cette conscience nationale, il faut de la rigueur. En fait, quand vous dites qu'il y a une conscience nationale qui est née, ça veut dire qu'il n'y avait pas la conscience nationale? Non. Et si vous voulez, monsieur le journaliste, oui, il y a une nouvelle conscience nationale qui a émergé. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption, les détournements, tous azimuts, hein, les concours frauduleux. Mais on n'a plus ces choses-là. Même si d'aucuns disent, oh, mais qui a dit ça? Mais c'est que ce n'est plus visible. Parce qu'effectivement, il y a quand même des cas de corruption sous la rupture. Oui, oui. Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui détourne 4 milliards, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Vous savez, comme on le dit, et moi j'ai participé à une organisation qu'on appelle le GOPAC, et qui lutte contre, n'est-ce pas, la corruption au plan international. Très bien. Eh bien, c'est le plus vieux comportement au monde. C'est la plus vieille maladie dont souffrent les nations. Donc, eh bien, mais lorsque ça devient de trop, lorsque ça devient expansif, exposé sans vergogne, eh bien, et que ça devienne, n'est-ce pas, le mode de vie que tout le monde adopte, il est sûr que la nation ne se développe pas. Donc, la lutte qui est menée, la lutte implacable qui est menée, parce qu'avec quoi? Les autres n'ont pas manqué de mener cette lutte, c'est parce que les institutions qui doivent accompagner n'existaient pas. Ils le savaient bien, nous on dénonçait. Parce que quand vous faites une loi, sans y mettre les dispositions pénales, vous n'avez pas écrit une loi. On prenait les lois et on dit, bon, le gouvernement est d'accord, on va faire la loi, mais il enlève la partie substantielle qui est, n'est-ce pas, qui sont les dispositions pénales. Donc, sans peine, sans sanction, il n'y a pas de loi. Exactement. Alors donc, c'est pour ça que les lois qui sont prises maintenant, eh bien, les dispositions pénales ont une place de choix. Et avec la création des structures qui doivent, n'est-ce pas, exécuter les lois. Qui doivent exécuter les lois. Et certainement qu'avant aussi, certainement qu'il y avait des dispositions pénales, mais ce n'était pas appliqué. On pourrait peut-être... Oh là, ben écoutez, il y a des lois où nous avions des dispositions pénales, mais les lois clés qui doivent permettre de lutter contre certains fléaux, il n'y avait pas de, disposition pénale. Très bien. Voilà. Et donc, le Bénin... Et c'est fait à dessein. Ah bon? C'est fait à dessein. Très bien. Et c'est surtout les acteurs politiques oui, qui le faites, hein? Oui. Voilà. Ça, là, je vous le conseille. Très bien. Et puis, Fenkenom, et donc, la transition a commencé depuis 2016. Le Bénin, 65 ans après, pouvons-nous espérer pour les 35 prochaines années pour le développement, la prospérité, parce qu'on rêve d'un Bénin uni, prospère et bien évidemment développé. Oui, donc cette transition, ce que j'ai appelé la période 2016 à 2025, et que je baptise la transition démocratique, eh bien, a permis au Bénin de faire un bond qualitatif et quantitatif sur plusieurs plans. Et comme nous tous, intellectuels ou pas, nous le savons, je ne vais pas développer. Et il veut porter aussi les Béninois, donner une nouvelle allure aux Béninois, une nouvelle vision béninoise, une autre éducation béninoise. Parce que vous ne le savez pas, je vous le dis. Hein. Et je me suis amusé à visiter les nouveaux marchés et je vois que nos femmes s'habillent mieux. Pour venir au marché, elles se considèrent leur étal comme un emploi.
Elle s'habille très bien. À cause de la beauté du cadre? À cause du lieu. Vous savez, l'environnement aussi éduque. L'environnement impose. L'environnement vous impose des exigences comportementales. Et là, elle s'habille mieux. Ce n'est plus des autres. Il y en a qui viennent avec leur voiture, leur propre voiture, leur voiture de leur mari, etc. Et au-delà, c'est que ces femmes-là, elles savent, elles ont commencé par comprendre et apprendre que ce n'est pas parce qu'on est revendeur, ce n'est pas parce qu'on est dans un marché qu'on ne doit pas rentrer tôt chez soi pour s'occuper, n'est-ce pas, des enfants qui sont l'avenir du Bénin de demain. Voilà. Donc, elles rentrent tôt parce qu'elles ont voulu, vous avez vu qu'on a dit que les marchés doivent fermer à 21h ou à 22h. Ils ont dit non, mettez-nous ça à 23h, mettez-nous ça ceci. Oh, c'est des femmes mariées, c'est des femmes au foyer qui ont des enfants, des jeunes gosses. Et ce que tu n'as pas vendu du matin jusqu'à 21h, c'est à 23h que tu veux le vendre. Et ça permet tout ce que je peux appeler, et ça permet des déviances comportementales et chez nombre de femmes. Aujourd'hui, tout ça là, le chef de l'État a permis aux gens de comprendre que aller au marché, c'est aller au travail. Donc, et je vois la joie des femmes de dire que je suis en train d'aller au marché, et je vois aussi les personnes qui, par le passé, vont dans les marchés, vont au marché dans n'importe quelle tenue. Je vois que elle veut s'habiller aussi parce qu'elle sent bon. Et donc, ça veut dire que c'est une modélisation, une modernisation. Et tout ce qu'a fait le chef de l'État a des impacts positifs sur la vie économique, la vie sociale et également sur l'organisation sociale même de la nation. Très bien. Et dans cette période que vous dénommez de transition démocratique, pourtant, il y a certains qui estiment que des restrictions de liberté ont lieu dans cette période-là. Ah oui, monsieur, oui. Ça, c'est juste. Si nous avions pu, le chef de l'État nous a conduit vers une transition démocratique concret, avec des résultats, inévitables. C'est parce qu'il y a eu la rigueur. Et c'est cette rigueur-là, c'est cette discipline-là qu'on nous enseigne, que le chef de l'État veut nous faire adopter. C'est ça qui constitue la nostalgie pour certains, de dire qu'il y a recul démocratique, il y a ceci. Les gens veulent qu'on continue de rester dans la pagaille de partis politiques, où un pays comme le nôtre, comptait près de 300 partis politiques. Et comme nous le disions, comme le disent certains, il y en a même dans chaque famille, dans chaque quartier, dans chaque village. Vous savez, je l'ai toujours dit, lorsqu'une famille est divisée, cette famille est condamnée à la mort. Donc, il faut pouvoir se tenir. Il faut pouvoir se tenir, que les membres se tiennent et qu'il y ait moins de contradictions pour pouvoir poser des pas qui permettent d'avancer. Donc, non, mais il n'y a pas... Bon, la restriction, parce qu'on était dans une pagaille nationale. Tel se lève, il injurie. On avait ce qu'on appelait les fous du roi, qui peuvent aller injurier le chef de l'État. Il y en a qui peuvent venir dire à la télévision nationale mais eux, ils sont plus riches que le chef de l'État. Tout ça, là, c'était une pagaille. C'était une pagaille, il faut le dire. Alors, donc, il n'y a pas eu de recul démocratique. Mais il y a, vous savez, les États-Unis, qui sont la plus vieille démocratie au monde. Regardez les rigueurs qu'impose aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le président Trump. Mais ces injures aussi font partie de l'animation démocratique. Vous le constatez là-bas aussi? Mais non, mais écoute, ça, c'est le style américain. Ah, donc on ne peut pas... Non. Nous ne pouvons pas contextualiser. Non, nous ne voulons pas contextualiser. Nous ne pouvons pas avoir ce style-là. Nous sommes d'accord, mais c'est les fondements que nous pouvons, n'est-ce pas, prendre. Donc, voyez-vous comment les choses se passent.
où le chef de l'État dit c'est ça, mais on ne peut pas. Mais vous n'avez pas vu quand Elon Musk a commencé donc par s'adresser de sa manière au chef de l'État, mais vous avez vu le tollé. Et puis, est-ce que vous en entendez parler encore? Il a d'ailleurs présenté ses excuses par la suite. Voilà, vous avez vu que le président Trump a dit, mais je vais l'expatrier s'il continue. Donc, eh bien, tout régime qui doit réussir doit être ferme. Et c'est cette fermeté, c'est cette rigueur, c'est cette fermeté qui a permis aux autres nations de se développer. Très bien. Que voyez-vous les 35 prochaines années? Puisque dans 35 ans, ce sera le centenaire. Ah oui, vous voyez, nous sommes dans cette transition. Il faut que nous puissions maintenir ce cap. Si nous maintenons ce cap, dans 35 ans, au centenaire de l'indépendance du Bénin, je pense que le Bénin sera porté très haut. Très bien. Le regard de la communauté internationale sur le Bénin va être des plus élogieux. Très bien. Des plus élogieux. Alors, donc, c'est pour ça que le chef de l'État dit, eh bien, je serai très actif dans le choix de mon remplaçant. Oui. Donc, et d'aucuns pensent que, mais il n'en a pas droit. Il n'en a pas droit. Mais il en a droit. Ce qu'il a fait et tout ce qu'il a pu nous apporter avec, n'est-ce pas, ses énergies et ses nuits blanches, son engagement personnel, ses ambitions. Il ne peut pas voir tout ça là tomber. Et il n'y a pas que lui. Il y a d'autres, comme nous, comme d'autres, comme vous, monsieur le journaliste, qui êtes fiers aujourd'hui de ce qu'est le Bénin. Ou bien vous ne l'êtes pas? Il ne savait pas de moi. Voilà, très bien. Et puis, Fan Kenom, on est en train de sortir de nos discussions. On va parler maintenant du niveau de préparation parce que le successeur, c'est à l'issue des élections. Et la présidentielle, c'est pour le 12 avril prochain. Les législatives communales, c'est pour le 11 janvier 2026. Comment votre parti politique, l'Union progressiste Le Renouveau, se prépare pour ces enjeux? Eh bien, merci. Et merci d'accepter avec moi ou bien de te réjouir avec moi que le chef de l'État eh bien, puisse s'investir dans le choix de son remplaçant pour que le Bénin, en 35 ans, comme tu le dis, soit vraiment un grand Bénin. C'est-à-dire que vous parlez à ma place, pendant que je suis présent. Bon, donc voilà. Maintenant, oui. Et maintenant le niveau de préparation. Le niveau de préparation des élections. Vous savez, donc, aujourd'hui, que, comme en excuse, oui, nous avons 3 grandes formations politiques dans le pays. Donc, qui peuvent librement se présenter ou obtenir les parrainages nécessaires pour leur candidat à l'élection présidentielle. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 3 grandes formations politiques maintenant. Et la préparation au niveau de des états-majors se déroule bien. Nous voulons parler de vous, oui, de votre parti. Oui, c'est ce qui nous intéresse. Se déroule très bien. Et au niveau de mon parti, encore très très bien. Vous savez, pour aborder les élections, il faut d'abord travailler à l'implantation des partis politiques. Aujourd'hui, l'Union progressiste Le Renouveau, depuis plus d'1 an, a cet atelier à mettre en place toutes les structures, toutes les cellules, n'est-ce pas, politiques, n'est-ce pas, de notre formation. On en compte plus de 5000, nous sommes d'accord, on en compte plus de 5000. Même les derniers confins, n'est-ce pas, de notre pays, eh bien, ont reçu aussi, ont réussi à mettre en place les bureaux de leur structure. En dehors, ou en plus, oui, nous avons mis en l'Union progressiste, Le Renouveau a mis en place les sections des militants. Donc, et les sections équivaut aux arrondissements. Équivaut aux arrondissements, autrement dit, l'assemblée des militants dans un arrondissement.
Et nous avons 546 arrondissements au Bénin, mais nous avons pu créer des cas spécifiques comme Cotonou, où les arrondissements ont la taille des communes. Nous allons créer donc des arrondissements politiques, autrement dit des communes politiques. Des communes politiques, et autrement dit, surtout dans les communes à statut particulier, où la densité de la population est énorme. Alors, donc tout cela a été fait. Et le parti également, dans cette dynamique de préparation des élections, a organisé des formations, des sessions de formation à l'endroit des cadres et des hauts responsables du parti. Donc, plusieurs formations. Et de ces formations, nous avons tiré, l'Union progressiste a tiré des personnes, des personnalités, des cadres, à même, n'est-ce pas, d'assurer la dissémination, n'est-ce pas, des formations données au niveau national. Donc, nos sections, sur toute l'étendue du territoire, ont été formées. Et le président de notre parti, eh bien, le professeur Joseph Fifa-Medjogbenou, et les autres membres de la haute direction politique, eh bien, sont en train de parcourir toutes les contrées, tous les arrondissements du Bénin. Et je crois qu'il n'en reste peut-être qu'une dizaine encore. Très bien. Donc tout ça là, et cette visite, c'est des visites d'échange avec la base, de communication. Autrement dit, quand je parle de communication, la haute direction va communiquer la stratégie du parti, l'organisation du parti et ce que les prochaines élections générales constituent pour la vie d'une formation politique. Donc, c'est pour aiguiser l'engagement militant de chaque citoyen membre de l'Union progressiste de renouveau. Et à quand la collecte des pièces pour la constitution des candidatures pour les législatives, les communales? Mais vous voyez que c'est différent, la méthode est différente. C'est ça ce que nous sommes. Vous n'en êtes pas encore là? Non, c'est ça que nous sommes en train de dire. Vous voyez, aujourd'hui, il ne s'agit plus de one-man show. Oui, moi, je peux aller regrouper des gens dans tel coin, je peux faire... Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, il y a une organisation militante. Et dans tout ce qui est échafaudé, eh bien, le parti, dans ses déplacements, eh bien, scrute très bien les militants, leur niveau, leurs compétences, leur engagement, etc. Et il serait très facile pour le parti de pouvoir faire la sélection après. Donc, pour vous dire que l'Union progressiste, le renouveau, eh bien, veut maintenir sa position de grande formation politique, de la première grande formation politique du Bénin. Très bien. C'est pour cela que nous ne laissons aucun jour, aucun espace, aucun temps pour la formation et pour le choix de nos candidats. C'est un choix qui va se faire aisément. Même si vous posez la question à un militant dans son quartier, dans sa section, il vous dira, je suis sûr qu'il faut que telle personne. Alors que nous-mêmes, ce qu'on nous a appris aujourd'hui, c'est de travailler à l'enracinement du parti, de travailler avec engagement, avec abnégation. Et bien, le parti fera le reste. Et à quand les candidatures au niveau du parti Union progressiste? Lesquelles candidatures? Pour les législatives, les communales. Nous savons également pour la présidentielle, vous attendez l'orientation du chef de l'État. Ah bon? Ah ben, c'est le chef de la majorité. Ah, d'accord. Si vous dites que c'est le chef de la majorité, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous savez, il faut vous coller aussi à la charte des partis politiques. Ce que nous savons, en dehors de ça, ce que nous savons, c'est que le président, le chef de l'État, Patrice Talon, a tracé une ligne.
il y a la Constitution, le Code électoral ont enfermé l'animation de la vie publique ou la désignation des candidatures, en tout cas, la campagne électorale dans des délais donnés. On ne saurait plus faire le désordre qui se passait. Alors donc, si vous voulez, nous nous préparons. Ça, c'est notre cuisine interne. Ouais, maintenant, je n'oserais même pas vous exposer ce qu'il y a dans la cuisine. Et donc, c'est au plus tard que nous connaîtrons les candidats. Oui, mais sinon, je vous permets de violer notre maison. Très bien. Voilà. Et donc, on va devoir attendre le 12 octobre pour savoir. Vous connaîtrez, eh bien, le candidat ou les candidats de la majorité, du camp de la majorité politique. Présidentielle, tout simplement. Hein? Quand le chef de l'État aura décidé. Mais écoutez, le chef de l'État, voilà, quand il a reçu la jeunesse, et il n'a pas dit que je suis de tel parti, je suis de tel parti. Donc, ça veut dire que lorsqu'il va se sentir, parce qu'aujourd'hui, 2 ou 3 partis travaillent à soutenir, travaillent, n'est-ce pas, à conforter le pouvoir du chef de l'État et constituent sa majorité. Pas 2 ou 3, il y a quand même les autres partis, la Renaissance nationale, Moël Bénin. Oui, je vous ai dit, est-ce que la Renaissance du Bénin, est-ce que Moël Bénin... La Renaissance nationale. La Renaissance nationale et Moël Bénin, est-ce que ils ont, n'est-ce pas, les parrainages pour pouvoir être indépendants. Donc ils sont obligés de s'inféoder aux grandes formations politiques de la majorité. Très bien. Donc, qu'on le veuille ou non. D'accord, très bien. Ça ne doit pas être une source de frustration. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas de frustration. Je crois qu'aujourd'hui, le code électoral donne la chance à toutes les formations politiques qui veulent aussi avoir les mêmes chances que l'Union progressiste, le renouveau, eh bien, de travailler dans tout le pays et de s'implanter dans toutes les contrées du territoire national, eh bien, pour enlever des voix et pouvoir, n'est-ce pas, obtenir, n'est-ce pas, les sièges qu'il le faut pour se faire appeler parti national. À quand la signature de l'accord de gouvernance avec le parti Bloc républicain? Ah mais monsieur le journaliste, mais je vois que vous vous intéressez tellement à notre cuisine. Ah, c'est une cuisine? Non, à notre là, monsieur. Mais... Parce qu'on entend un peu partout que vous aurez un accord avec le bière. Puisque vous êtes là, on vous fait la question. Ah bon, d'accord. Écoutez, nous avons le choix. Ce n'est pas encore fait. Nous avons le choix. Nous sommes dans les discussions, dans les échanges. Oui. Nous sommes de la même majorité présidentielle, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Et donc, les choses doivent être aisées. Vous voyez maintenant. Donc, ce n'est pas encore fait. Oui, bien, écoute, nous sommes en train de construire ça, de bâtir ça, lentement et doucement. Et le chef de l'État a donné une date butoir, le 12 octobre. Et je pense qu'avant le 12 octobre, certainement, les membres des hautes directions vont s'asseoir autour des tables déjà pour pouvoir nous faire connaître à la nation le contenu de cette affaire. Très bien. Et en ce qui concerne les parrainages, le parti FCBE attend beaucoup de l'Union progressiste de le renouveau pour avoir des parrainages. Où en est-on par rapport aux discussions avec ce parti, avec l'Union progressiste, le renouveau? Ah bon? Eh bien, c'est pas nouveau pour moi. Aujourd'hui, l'Union progressiste est fortement courtisée. Fortement courtisée, c'est la belle dame de la nation vers qui tout le monde court pour rechercher, n'est-ce pas, des parrainages. Mais vous savez que la loi dit que vous ne pouvez que ne pouvez parrainer que, eh bien, un candidat désigné par votre parti politique. Et donc, le parti FCBE ne peut pas avoir vos parrainages? Mais ça doit être le choix du bureau politique ou de la haute direction politique du parti. Très bien. Vous n'en avez pas encore discuté? Pour le moment, je pense que ça reste une question qui taraude l'esprit
auxquelles les hauts dirigeants sont en train de réfléchir. Très bien. Merci beaucoup à vous, Epiphane Kenom. Nous sommes malheureusement au terme de nos échanges donc de ce numéro de Matin les Politiques. Votre mot de fin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Romia Domoui. Je pense que je dois remercier tous les médias pour le travail qu'ils font à faire connaître le nouveau Bénin, à surtout présenter aux Béninois cette merveilleuse transition démocratique qui permet au Bénin aujourd'hui de se vendre vraiment à prix très onéreux au plan international. C'est à l'acquis du chef de l'État, Patrice Talon. Et je crois aussi que les Béninois sont en train d'apprendre que on doit revenir à des conditions normales de gestion politique et électorale. Donc, c'est pour dire que qu'il n'y ait pas de nostalgie. La campagne va s'ouvrir, les candidatures seront déposées, les Béninois connaîtront leurs candidats, et je crois que c'est un nouveau système. Parce que, vous savez, avant, quand les candidats sont connus, ils deviennent carrément un marché où tous les militants, tous les citoyens vont donc, n'est-ce pas, se positionner devant leur portail. Eh bien, non, cette fois-ci, les candidats potentiels, eh bien, ils sont là, ils attendent, et le moment pour que leur nom soit dévoilé à la population, et à partir de ce moment, le match commencera. Donc, que tout le monde continue de garder patience, eh bien, nous irons absolument vers, n'est-ce pas, de cap de bonne espérance par l'organisation de cette élection générale de 2026, et c'est le Bénin qui en sortira grandi. Très bien. Merci beaucoup à vous, Epiphane Kenom. Merci pour l'honneur, pour ces échanges de ce numéro Matin Libre Politique. Je rappelle que vous êtes chercheur, formateur, vous êtes socio-méthodologue, vous êtes membre du bureau politique, bien évidemment, de l'Union progressiste, le Renouveau, mesdames et messieurs. Merci donc d'avoir suivi nos échanges avec notre invité d'aujourd'hui. D'ici à là, portez-vous bien, car le meilleur reste à venir sur Matin Libre Télévision. À bientôt.